Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission consacrée à l'analyse et au décryptage de l'actualité. À vrai dire que vous retrouverez exclusivement chez Ecopolis Télévision ou encore sur Eco TV YouTube. J'ai le plaisir, encore une fois, de vous servir comme toujours. Et j'ai le double plaisir parce qu'il y a un invité que je n'avais pas vu depuis un bon moment, mais il a accepté de venir échanger avec moi. Alors, on va rester essentiellement sur des questions d'actualité. Je poserai toutes les questions et lui, il donnera les réponses, en tout cas à mesure de ce qu'il pourra. Bonne année à vous, mesdames, messieurs. Que 2026 soit l'année d'accomplissement de vos projets et que Dieu exauce tous vos vœux possibles. Alors, on va commencer cette émission avec l'ambiance de la nouvelle année. Bonne année, monsieur Alain Bolotoa. Bonne année à vous, bonne année à tout le monde. Merci en tout cas pour l'opportunité. Merci de répondre à l'invitation. Vous êtes acteur politique et président du parti politique Les BAT, Levons-nous et Bâtissons. Mais votre parti, il n'y a pas assez d'activité. Hein? Est-ce que vous êtes un peu comme monsieur Barnabé? Vous avez votre siège au téléphone, tout se passe au téléphone ou vous avez des activités sur le terrain aussi? Bon, peut-être si vous parlez de 2026, mais en 2025, nous avons été assez actifs. C'est nous qui avons organisé, en collaboration avec les autres partis, nous avons eu à organiser plusieurs activités. Notre parti a eu à organiser des activités dans le cadre des anciens districts. Nous avons organisé en 2025 des activités à Moamba, précisément à Limete, Kingaboa. Okay. Nous avons eu à organiser des activités en Lukunga et plus précisément à Lupen. Nous avons organisé des activités à Funa et plus précisément en Ngiringiri. Nous avons eu à organiser des activités à Tchangu, vers Ngandansese, vers Nsele. Nous avons eu à organiser des activités. Nous avons participé à plusieurs conférences et nous avons eu à organiser avec nos amis de l'opposition un meeting au niveau de terrain Massina. Nous avons eu à organiser au rond-point Victoire. Nous avons eu à organiser au rond-point Gaba. Je pense que nous avons été assez actifs en 2025, mais nous comptons faire mieux en 2026. Mais est-ce que vous n'avez pas pris part aux élections 2023? Nullement, parce qu'on savait que ça allait être un chaos. Un chaos. Et nous avons su, nous avons anticipé sur le comportement ou les événements. Mais comment on peut compter sur vous si à chaque cycle électoral, vous n'êtes pas participatif et que vous n'espérez pas, on a l'impression que vous n'espérez pas prendre le pouvoir? Est-ce que vous allez faire carrière dans l'opposition? Comment servir le peuple si tout le temps on est celui qui dénonce et celui qui... Bon, on peut servir le peuple tout en étant en dehors du système politique ou sinon des institutions politiques prises ici de manière régalienne du terme. C'est-à-dire que nous savons que nous pouvons publier, nous pouvons faire des publications sur plusieurs thématiques. Nous pouvons apporter nos idées justement pour éclairer la lanterne. Nous pouvons vulgariser notre vision, qui est une vision vendable. Nous pouvons aussi jouer le rôle de contrepoids. Mais ce qui est vrai, nous ambitionnons aussi être au pouvoir, mais pas à n'importe quel prix. On ne va pas brader notre conscience, notre système de valeurs, juste par souci de se retrouver. Nous avons effectivement l'ambition de participer aux élections. Les pouvoirs, c'est pas pour se retrouver. Les pouvoirs, c'est pour servir. Non, le pouvoir, c'est pour se retrouver en servant. Pour se retrouver en servant. Exact. Parce que lorsqu'on accède au pouvoir, on applique le projet de société. L'essentiel des membres auront certainement de rôles à jouer. Oui. Et en contrepartie, il y a ce qu'on appelle les salaires et les avantages liés à la fonction. C'est ce qui fait vivre le parti. Mais pourquoi est-ce que les salaires et les avantages liés à la fonction des politiques doivent être absolument une priorité pendant que le peuple, lui, n'est pas encore servi? Bon, c'est ce que nous combattons parce que généralement, les gens qui accèdent au pouvoir ne vivent que le présent. C'est lui qui vit l'avenir, c'est lui qui fait une projection de l'avenir. C'est que quand vous accédez au pouvoir, c'est justement pour améliorer les conditions de vie et de travail de tous les Congolais. Le jour où vous n'aurez pas le pouvoir, vous aurez à en bénéficier. Effectivement. Je me souviendrai toujours quand nous étions encore enfants,
il y avait un professeur d'université, je crois, de Nikin, qui avait accédé à la fonction de ministre de l'ESU. Et il y a eu un caucus de professeurs qui se sont décidés d'aller lui rendre visite pour lui déposer leur cahier des charges. Et fort malheureusement, tout en étant professeur, il n'a pas accédé à leurs demandes. Mais le jour où il a perdu le poste ou la fonction, lui aussi commençait à revendiquer la même chose. C'est-à-dire que nous pensons que le jour où nous accéderons au pouvoir, on sera des serviteurs du peuple, on fera tout pour essayer de redresser les choses. Et d'ailleurs, c'est ça notre particularité. Nous aurons à proposer à la population un algorithme à même d'améliorer les conditions de vie et de manière rapide pour permettre à tout Congolais d'accéder aux biens et services essentiels. Avant qu'on ne prenne le premier sujet qui concerne l'actualité de l'heure, on va un peu commenter sur les arrestations de politiciens de l'opposition qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Mais il y a un internaute qui m'a posé une question un peu personnelle. C'est vrai que je n'avais pas de réponse pour lui répondre. J'ai dit, bon, je vais le rapporter à M. Alain. On demande, M. Alain, à quelle carrière il est dans quoi en dehors de son engagement politique? Est-ce que vous avez une carrière professionnelle? Vous travaillez quelque part? Qu'est-ce que vous représentez d'une manière... Parce qu'aujourd'hui, le rendez-vous auquel on vous attend le plus, c'est le rendez-vous de la gestion. On vous apprécie pour la dénonciation, on vous apprécie pour le contrepoids, mais on vous attend le plus au rendez-vous de la gestion. Alors on doit savoir, est-ce que vous avez déjà réussi quelque part? Est-ce que vous faites des preuves quelque part? Vous avez une carrière professionnelle? Bon, il a certainement une manière propre de percevoir les choses, mais il aurait fallu d'abord commencer à poser cette question à M. Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il est président. Mais je ne reçois pas M. Félix Tshisekedi. Non, mais la question ne vient même pas de vous. Oui. Oui, vous ne faites que rapporter. Il n'a pas... Mais les CV du président de la République, on le connaît. Oui, mais il est président de la République. Mais avant, quel était on sait ce qu'il a fait. Il a fait des entreprises en Europe. Il a créé quelle entreprise, s'il vous plaît? Bon, quel était son numéro d'impôt? Je peux faire la même déclaration aussi. Ouais. Sachez-le très bien qu'Alain Bolodja est né dans un environnement de commerce. Je suis fils d'un commerçant. J'ai eu à travailler avec mon père pendant plusieurs années. J'étais, je dirais, actionnaire gérant de tout ce qui a trait à l'immobilier de mon papa. Je crois que mes grands frères, mes sœurs sont encore vivants et peuvent le témoigner. J'ai travaillé dans une entreprise privée comme agent commercial, mais aussi responsable de vente. JCL, c'est une entreprise dont le siège est à Guiringiri. J'étais chargé d'études au ministère de Pêche et Élevage. J'étais conseiller. J'étais conseiller au niveau de la province de l'Équateur. J'étais directeur d'une entreprise d'ici, bien que l'entreprise n'a pas fait long chemin. J'étais inspecteur dans une société de transport. J'ai eu à travailler. Mais présentement, là, je suis chercheur indépendant en économie de développement et développement durable. Je suis consultant, chercheur indépendant. Indépendant, ok. Oui. Et je suis auteur du livre Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Je suis consultant dans plusieurs projets que vous voyez aujourd'hui. J'ai eu à participer. C'est moi qui ai représenté les experts de la province de l'Équateur dans l'élaboration de PDL 145 territoires. Le PDL 145 territoires, c'était mon projet en tant qu'étudiant. Ah, vous avez écrit ce projet-là? C'est moi qui ai conçu ça en tant qu'étudiant. Voyez-vous? Et je commençais à... Vous l'avez vendu au gouvernement? Je n'ai pas vendu. C'est déjà à partir de 2012 que j'en parlais. J'ai fait plusieurs émissions. Donc, il y a des problèmes à la RTNC2. J'en ai parlé. J'ai eu à participer dans l'élaboration du plan national d'investissement agricole, PINIA. J'ai eu à travailler là-dessus. J'ai participé dans la conception de la stratégie de développement de la province de Haut-Touélé avec l'ancien gouverneur, celui qui est décédé, j'ai oublié son nom. Koyagialo, je crois. Non. Haut-Touélé, c'était... Haut-Touélé. J'ai oublié, ça viendra. J'ai eu à travailler avec lui. J'ai travaillé dans plusieurs documents, dans l'élaboration de plusieurs documents. Donc les CV aussi longs. Au-delà de ça, j'étais agent au ministère du Plan, bien que on n'avait pas encore régularisé ma situation. Je suis, au regard de l'arrêté ministériel, je suis chef de bureau, voyez-vous, mais j'ai refusé justement parce que
la régularisation a été faite pendant que Félix Tshisekedi était au pouvoir et conditionnée par l'acceptation de celui-ci. Voilà pourquoi j'ai refusé de travailler. Comment ça, conditionné par l'acceptation de celui-ci? Non, mais ils ont pris l'arrêté faisant de moi, mais reconnaissant le grade de chef de bureau au ministère du Plan. Mais maintenant, pour qu'il y ait régularisation, tout ça, ils ont exigé assez que je fasse de courbettes à M. Félix. C'est très grave. C'est que je ne pourrais jamais faire. J'ai refusé, mais j'ai quand même l'arrêté. Ah, quand même. Donc, j'ai eu à travailler dans plusieurs structures. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est ma capacité à résoudre le problème qui est en face de nous. Mais on en parlera de votre capacité à résoudre, parce que beaucoup de Congolais ne vous connaissent pas comme celui qui propose. Hein. On vous connaît comme celui qui dénonce, qui critique. Beaucoup, oui, pas tous. Oui, beaucoup. Ouais, mais en tout cas, ça, la plupart des gens qui vous connaissent voilà. vous associent à cet aspect de choses-là. Est-ce que c'est une garantie pour dire que voilà, demain, quand vous serez au pouvoir, vous serez aussi bon que ça? Parce qu'on a vu aussi les DPS critiquer, faire ce que vous faites aujourd'hui. Hier, pardon, mais beaucoup se plaignent, notamment de la gestion. Est-ce que c'est ça la garantie pour demain? Bon, déjà, vous dites que beaucoup, c'est-à-dire beaucoup ne veut pas dire l'unanimité. Non. Il y a d'autres personnes qui me connaissent. Bien sûr. Parce que quand j'ai concevé le programme des 145 territoires, j'en ai parlé, les gens avaient applaudi. C'était une proposition. Mais fort malheureusement, quand j'ai suivi la formation sur la décentralisation, heureusement, ceux qui m'ont formé, il y avait Kouya Diallo, le ministre ad intérim, le premier ministre ad intérim et ministre de Pétentique. C'est un spécialiste en matière de la décentralisation, en matière de territoriale. Il y a un ancien, un retraité, secrétaire général de l'administration, qui a eu aussi à me former dans ce secteur. Lorsque j'ai compris la fonctionnalité de l'État dans un contexte de régionalisme fonctionnel, j'ai eu à apporter des amendements. Et fort malheureusement, nos amis du pouvoir ont pris ces projets et ces programmes sans nécessairement intégrer les innovations ou l'actualisation. Ils ont eu à l'appliquer, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Quand même, PDL 145 territoires, on est en train de voir des infrastructures, on a vu des hôpitaux, des universités. Voilà. Nous autres qui avons fait Comment vous traitez ça d'un échec? Nous autres qui avons fait l'économie de développement, on n'apprécie pas un programme par rapport aux réalisations, mais par rapport aux procédés. Les résultats ne sont que de conséquences, voyez-vous? Parce que déjà, si vous considérez toutes les variantes, vous allez vous rendre compte que le programme 145 territoires est inconstitutionnel. Et aussi, il y a un problème d'évaluation, en commençant par l'évaluation ex ante, l'évaluation ex tempore et l'évaluation finale, l'essentiel des projets qui ont été conçus. Je dirais même, je pourrais même aller plus loin, l'évaluation ex post, parce qu'ils n'ont pas su anticiper sur les événements. Aujourd'hui, c'est un échec, parce que déjà, la première phase, d'après ce qu'ils disent, ils prévoyaient 2000 infrastructures, et jusque-là, il n'y a que moins de 500, ça fait pratiquement 25%, et celui qui obtient 25% ne peut pas prétendre avoir gagné. Bien sûr. Ce qui sous-entend qu'ils ont échoué. C'est ma proposition. Parmi mes propositions, l'esprit de vie, le projet, l'esprit de vie, c'était aussi ma proposition. C'est-à-dire que j'ai eu à faire beaucoup de propositions, contrairement à nos amis de l'UDPS. Aujourd'hui, nous vous présentons un algorithme simple. Nous avons un programme qui est cristallisé dans la Constitution. Nous avons un cadre logique qui est dans la Constitution, mais nous sentons qu'il y a des adaptations nécessaires à apporter pour faire fonctionner l'État de manière optimale. Nous vous proposons des régionalismes, nous vous proposons, en sus du régionalisme constitutionnel qui est dans la Constitution, nous vous proposons un régime parlementaire rationalisé pour adapter la fonctionnalité de l'État et la vision que l'on s'est fait de manière globale sur le. Vous voulez qu'on quitte les semi-présidentiels? Non, on n'est pas dans les semi-présidentiels. Dans les présidentialismes. Parce que nous sommes dans un système politique hybride qui fait qu'aujourd'hui, chacun interprète à sa manière. Mais à l'origine, lorsqu'on opte pour un État unitaire fortement décentralisé, le meilleur système, le meilleur
forme de l'État reste celui-là. Et donc, il fallait maintenant adapter le régime par rapport... Mais nous sommes dans quel régime alors? C'est du présidentialisme? Non, mais ou l'option du régionalisme voudrait assez que nous soyons dans un régime parlementaire rationalisé. C'est-à-dire que le député ait plus de pouvoir, mais ces pouvoirs doivent être encadrés pour ne pas déstabiliser le gouvernement. Je crois que c'est ça dans l'esprit du constituant. Mais dans la pratique de ce qu'on voit ailleurs, les parlementaires, ça reste à la représentation nationale. Or, nous sommes un État unitaire, mais fortement décentralisé. Non, mais les provinces sont des entités, ont des personnalités juridiques. Quand vous dites qu'on devrait être dans un régime parlementaire rationalisé, vous prenez en compte aussi les assemblées provinciales que beaucoup disent être budgétivores. Oui, mais c'est justement parce qu'ils n'ont rien compris sur la fonctionnalité de l'État. Nous pensons que le système politique tel qu'adopté aujourd'hui n'a pas assez de faiblesse, sauf peut-être on n'a pas tenu compte de la dimension anthropologique des acteurs politiques. On parle du caractère budgétivore des entités, mais il semble oublier que lorsqu'il y a décentralisation, il faudrait impérativement renforcer le contrôle. Et si vous pensez que la décentralisation est une bonne chose, alors comment pouvez-vous ne pas considérer les assemblées provinciales? Nous pensons que la situation de province aujourd'hui est due à la mauvaise foi ou à l'incapacité de ceux qui sont dirigeants. Parce que la qualité de l'élite. La qualité de l'élite politique. Oui, l'élite politique. Oui. En réalité, si vous considérez très bien, si vous analysez très bien l'idée du constituant, l'objectif était de faire profiter aux provinces ou de faire des entités territoriales décentralisées des sources d'impulsion. C'est-à-dire, si les entités territoriales décentralisées devenaient effectivement les sources d'impulsion, naturellement, ça va maximiser le profit de l'État, la profitabilité de l'État, ça va renforcer davantage notre capacité à mobiliser le fonds et cela va permettre à ce que l'État arrive à éponger, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, le besoin de son fonctionnement. Mais dans cette façon de voir les provinces comme des sources d'impulsion, le constituant a oublié ou a fait obstruction de l'influence politique aussi. Non, mais l'influence politique... Oui, l'influence politique due justement à un aspect peut-être anthropologique. C'est comme ça que je pose la question. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ceux qui disent que l'État unitaire fortement décentralisé a échoué et qu'il faudra passer au fédéralisme? Ça sera plus simple. Non, mais justement parce qu'ils n'ont rien compris. Voilà pourquoi j'ai dit, nous n'avons jamais eu un débat structuré par rapport à ces questions. Les gens ont tendance à lancer des idées messages, comme ça, des idées comme des ballons d'essai. Et fort malheureusement sans substance. Sachez-le très bien. Nous sommes dans une forme de l'État hybride. Nous avons opté pour un régime hybride. Bien qu'il y a des faiblesses par rapport aux individus, mais sur le plan organico-fonctionnel, il n'y a pas assez de problèmes. Mais en ce qui concerne les individus, mais la Constitution a prévu des sanctions lorsqu'il y a abus d'autorité, lorsqu'il y a émiettement, lorsqu'il y a des chevauchements dans les actions. Tout ça est englouti par l'influence politique. Non, justement. Mais effectivement, mais cette influence politique est condamnée par ailleurs par le constituant. Il y a le mécanisme, parce que si vous prenez en termes de fonctionnement, nous avons des entités territoriales décentralisées, nous avons des entités territoriales déconcentrées. Les entités territoriales déconcentrées n'ont que compétences sur le plan administratif. Ce sont des entités administratives. En ce qui concerne les entités territoriales décentralisées, ce sont des entités politico-administratives. C'est-à-dire qu'elles peuvent prendre des initiatives de développement et ainsi de suite. Alors, vous lisez la Constitution dans ses articles 202, 203 et 204. On a fixé pour l'article 202 les compétences exclusives du gouvernement central. L'article 203, les compétences concurrentes entre le gouvernement central et les entités régionalisées. Article 203, 204, ce sont les compétences exclusives de province. Mais lorsque vous allez maintenant dans la loi portant fixation des principes fondamentaux de libre administration de province et leur relation avec tout ça, vous allez vous rendre compte que les provinces ont une certaine autonomie sur certaines matières, mais il y a une certaine dépendance sur d'autres matières. La loi portant composition, organisation et fonctionnement
des entités territoriales décentralisées et leurs relations avec le gouvernement central et les provinces, là, vous voyez, les compétences évoluent aux entités territoriales décentralisées. Chacune des entités, chaque niveau a des sources de financement. Et nous avons créé la caisse des péréquations justement pour permettre aux entités à faible capacité d'avoir le moyen d'impulser leur développement et de soutenir au nom de la solidarité les faibles. Ce qui sous-entend quoi? Si nous avons compris la fonctionnalité de l'État telle qu'elle est prescrite dans la Constitution, si nous avons laissé toutes les entités la latitude d'appliquer ce qui leur est reconnu en termes de compétences, on allait résoudre beaucoup de problèmes à la fois parce qu'à chaque niveau, on aurait des solutions et la sommation des solutions allait constituer les bilans du gouvernement central. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Alors, pour se cacher derrière leur incompétence, très rapidement, ils disent que l'essentiel serait d'aller dans le fédéralisme. Mais dans le fédéralisme, la dimension anthropologique aussi va nous rattraper. Effectivement, on aura le même problème. On aura le même puisque problème la qualité de l'élite posera toujours problème. La qualité pose problème. Voilà. Et là, avec tous les risques des replis identitaires, ça va être encore peut-être un peu pire. Ça aussi. Merci beaucoup de vos réponses. J'aime bien ressortir ces côtés-là de vous parce que les gens ne vous entendent généralement pas sur ces registres-là. On ne sait pas trop que vous avez beaucoup de propositions. Moi, je le sais parce que je vous connais et je regarde beaucoup vos anciennes émissions. Avant qu'on en arrive aux arrestations, vous avez fait une sortie médiatique récemment autour de l'affaire de carré minier et tout ça. Vous avez tenu, à mon sens, un discours tout petit peu identitariste, voire même un peu tribal. Vous dites, il y a un complot à la présidence autour de tous les dignitaires ressortissants du Grand Équateur. Vous avez cité Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre en relation avec le Parlement, Guy Luando. Vous avez cité Jean-Lucien Boussa, le ministre Jean-Pierre Liaou, qui fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. On lui dit heureux anniversaire à lui. Mais moi, j'étais un peu gêné quand même à votre niveau à ce niveau de la politique qu'on tienne des propos. Moi, je trouve ça un peu tribal. Oui. C'est ça en fait le piège. Ouais. C'est-à-dire, il y a des victimes du tribalisme, mais lorsqu'on en parle, on considère qu'on est tribaliste. C'est ça le piège. Ça, c'est une attitude purement rwandaise. C'est ça le comportement de Tutsi. C'est-à-dire, quand il pose des actes, il s'est mis pratiquement en cafard. Ils deviennent victimes. Et c'est ça, ce sont des stratégies que nous devons tous utiliser. Moi, j'ai des vidéos. J'ai des vidéos montrant qu'effectivement, il y a une volonté d'empêcher à tous ceux qui ont l'ambition d'être candidats demain, de les exprimer, que ce soit dans l'opposition et même au pouvoir. C'est ce que moi j'ai fustigé. Vous comprenez? Lorsque nous sommes arrivés, avant d'arriver aux élections de 2023, M. Kamé ou sinon son parti a manifesté la volonté d'être candidat. Il y a des choses qui ont été dites par rapport à cette question. Et pourtant, il était en droit d'être candidat. Il y a eu même des accords où il y a eu des accords qui lui conféraient pratiquement le droit d'être candidat de ce qu'ils ont appelé cash. Ouais. Les accords de Nairobi. Oui, mais attention, les militants de partis politiques, surtout ceux qui soutiennent M. Félix Tshisekedi, ont eu à dire deux choses. Sur Kamere, on a eu à futiger aussi Bahati. Il a payé les frais par rapport à cette réalité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont développé une vision monopolistique sur la fonction du président. Mais ils ne vont pas rester au pouvoir éternellement. Voilà pourquoi j'ai dit... C'est là que je ne comprends pas. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, vous devez d'abord comprendre le contexte, vous devez d'abord comprendre ce qui a été dit pour ne pas tirer de conclusions hâtives. Parce que je vois, ils ont amputé, ils ont charcuté la vidéo, ils ont pris juste une partie qui vous intéresse et ils ont semblé oublier qu'avant ça, il y avait un contexte et après ça, il y avait une conclusion. La conclusion était justement de vous faire voir qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont l'ambition d'être candidats sont étouffés à ces niveaux. Et j'ai démontré lors de cette vidéo que le problème n'est pas seulement la personne de Félix Tshisekedi, c'est son entourage. Ils pensent qu'ils ont le droit d'être les seuls à être candidats. Voici ce qu'ils ont fait à Kamere, voici ce qu'ils ont fait aux autres Katangais qui avaient les grands Katanga. Je parle ici en termes de composition géo-administrative.
Voici ce qu'ils font et voici ce qu'ils veulent faire. Le débat est parti de quoi? Moi, je connais un peu bien le dossier tel que soulevé par mon frère Maïchiba. Je connais un peu bien, j'en ai parlé d'ailleurs il y a plusieurs vidéos, avant lui. Depuis 2022. Oui. Alors, dans ces dires, il cite 2 personnes. Et ce qui est surprenant, parmi les 2, il y avait un seul qui avait des responsabilités du pouvoir exécutif étant membre du cabinet. Il cite José Panda. Avant moi, je ne l'avais pas cité parce que je ne le connaissais même pas. Okay. Et puis, il cite Guy Luando. Ce qui est surprenant, il s'est créé un bloc. Tout le monde a fustigé ces dossiers-là. Parce que les gens pensaient que c'était un nouveau dossier. C'était un vieux dossier. Il cite 2 noms. Mais il y a eu des déclarations qui ont été faites pour extirper de ces dossiers José Panda. Et ne portait toute la charge à Guy Luando. Moi, j'ai démontré qu'à l'époque, Guy Luando n'était qu'un avocat conseil. Parce que dans les dires de Maïchiba, il a eu aussi à citer un certain Simon Chinois. C'est lui qui est le propriétaire de l'hôtel du Fleuve. Enfin, l'un des actionnaires. Voilà. L'actionnaire majoritaire, parce qu'il y a lui, il y a Guy Luando et les autres. Effectivement. Ce qui sous-entend que j'ai démontré qu'il y avait un souci. Et pourquoi j'ai insisté sur cet élément-là? Mais il y a un bloc qui s'est créé autour de ça. Mais pourquoi rendre ça tribal? Non, mais attendez. Mais ceux qui ont soutenu José Panda, ils l'ont soutenu pourquoi, d'après vous? Pourquoi est-il parti au Kasaï faire des déclarations à partir de là? Pourquoi a-t-il mobilisé des gens au nom de sa tribu? C'est ça, en fait, le piège. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont victimes du tribalisme, mais lorsque vous prenez position pour eux, on vous traite de tribalistes. Mais lorsque moi, j'avais soutenu M. Kamere par rapport à son droit d'être candidat, on m'a pas traité de tribaliste. Lorsqu'il s'agissait de défendre le dossier de mon ancien, on m'a pas traité de tribaliste. Mais que je sache, M. Alain, Guy Luando n'a pas les ambitions présidentielles. Non, mais ça, c'est ce que n'a pas les ambitions présidentielles. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. Moi, personnellement, je ne suis pas en contact avec tous, mais j'ai quand même des éléments d'information par rapport à ce qu'ils avaient comme ambition avant d'être dans l'Union sacrée. Ils voulaient être des candidats présidents. Non, mais effectivement, Bemba était candidat président avant même que Félix Tshisekedi ne fasse la politique. Effectivement, Bemba y a voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient l'ambition d'être candidat. Alors, ce qui est surprenant, quand je prenais position pour Moïse Katumbi, on ne m'a jamais traité de tribaliste. Le fait seulement que, pour la toute première fois, je défends quelqu'un qui est de la zone linguistique que moi, on me traite de tribaliste. C'est-à-dire que si on attaque Kabound, vous prenez position, on ne parle pas de tribalisme. Lorsqu'on attaque Setrikuni, on ne parle pas de tribalisme. Non. Mais lorsque vous prenez position par rapport à un jeune de ma province, Guy Luando, qui est aussi membre de leur famille, on dit, ah voilà, vous êtes tribaliste parce que. Mais dites-moi, qui n'a jamais vu dans ces pays une zone linguistique s'élever pour fustiger l'acte de nomination à la police? Ça existe, les vidéos existent. Alors, pourquoi pensez-vous que si on condamne ça, on est tribaliste? Le tribalisme, c'est d'accepter à ce que les autres soient victimes pendant que vous avez le pouvoir de fustiger ça. Moi, j'ai fustigé, je n'ai aucun intérêt dans leur famille politique, mais je pense cependant que ce tribalisme-là doit être fustigé, doit être condamné par tout le monde, au risque d'être des complices naïfs. Et c'est ce que j'ai fait en tant que bon citoyen. J'espère que vous avez vraiment les preuves de ce que vous dites, parce que moi, j'ai trouvé ça très grave. Ouais, mais vous avez qu'il y ait un complot contre des ressortissants. Mes chers amis. D'une province, au nom de leur tribalité. Non, mais chers amis, soyons sérieux. Qui n'a pas vu un administratif dire, Bissot de telle tribu, nous sommes appelés à dominer les autres? C'est peut-être un égard où on peut pas. La personne a-t-elle été sanctionnée? Soyons sérieux. Apparemment, vous avez tous peur de dire la vérité. Ou sinon, vous êtes tous conditionnés à ne prendre qu'une seule option. Non, pas du tout. Qui n'est pas victime du tribalisme dans ces pays? Effectivement. Alors, si d'où la nécessité d'éviter. Non, c'est faux. Ça, c'est votre approche à vous. Chaque fois qu'il y a des actions qui ont tendance à faire la promotion du tribalisme, il faudrait plutôt le condamner. Je suis d'accord. Parce que ceux qui posent ces actes-là en profitent. Je suis d'accord. Alors, comment dans une même zone linguistique, vous avez plusieurs tribus
quand il s'agit des nominations, vous trouvez que le même nom ou le même personne provenant de la même zone qui apparaissent dans les actes de nomination. C'est injuste. Je suis totalement d'accord. Et d'accord. lorsqu'on condamne, on dit non, voilà, vous êtes tribaliste, vous êtes là pour diviser les Congolais. Non, ce sont vos actes à vous qui sont en train de diviser et nous pensons que nous devons condamner. Je suis sûr et certain, si Guy Luando, Jean-Pierre Bemba, Liaou, Jean-Lucien Bousse n'étaient pas de la même zone linguistique que moi, on n'allait pas me traiter des tribalistes. Ils m'ont traité des tribalistes parce qu'ils sont de ma province. C'est qu'ils sous-entendent quoi? Le vrai tribaliste sont ceux qui pensent que quand vous soutenez quelqu'un de l'Équateur, vous êtes tribaliste. Mais alors, posez-vous la question. Ils ont déployé autant de gens à la télé pour m'insulter pratiquement. Pourquoi ont-ils choisi essentiellement des gens de ma province? Parce que quand j'ai fait des déclarations, lorsqu'il s'agissait ils incriminaient, comment il s'appelle, le secrétaire général de l'UDPS. Quand j'avais pris position par rapport à ces débats de l'UDPS, personne ne m'a traité de tribaliste. Tout à fait. Et on n'a jamais envoyé un Équatorien m'attaquer. Mais pourquoi cette fois-là, ils ont préféré choisir un égaré de l'Équateur pour m'attaquer? C'est justement parce qu'ils sont, par essence, des tribalistes. Un égaré de l'Équateur. Merci beaucoup, M. Alain Bolodjo. On va prendre les arrestations politiques en ce moment. J'ai pas de questions spécifiques à vous poser sur les questions, sur les sujets, mais en moins de temps, je veux dire en 2 mois, on a remarqué que beaucoup d'opposants se font arrêter. Moi, je peux me permettre de le dire, de temps en temps, sans respect de procédure. On peut se permettre d'appeler ça arrestation arbitraire. On a vu les jeunes de l'opposition se faire arrêter. Je pense à Nathanaël Lokomba, je pense à Kamizelo. On a vu aussi des caciques aujourd'hui. On a arrêté Ramazani Chabani, Monsieur Ramazani, le professeur. On a arrêté le professeur Robin Minakou. Et quelques jours passés, je crois avant-hier, on a arrêté Monsieur Alexis Tambemamba. Comment vous comprenez cette atmosphère politique qui s'installe, qui installe quand même la peur? J'ai pas envie de dire comme les autres disent, parce que l'opposition dit aujourd'hui qu'on vire vers la dictature. Est-ce que vous êtes d'avis qu'on est en train de virer vers la dictature? Non. Vous le comprenez autrement? Non, la dictature a commencé bien avant. Déjà, le premier jour, lorsqu'on publiait, c'est que nous étions dans la dictature. Comment ça? Il y a eu une évolution nette. On est allé en peu de temps vers un régime despotique. Vous n'avez pas considéré les régimes de Tshisekedi des dictatoriaux? Aujourd'hui, nous sommes dans la tyrannie pure et simple. Et peut-être il y a un problème sémantique, il y a un problème de vocable, mais moi je pense que nous sommes dans la tyrannie. Les mots ont un sens, mais non, mais effectivement, la tyrannie. Les mots ont un sens. Qui est celui-là qui va m'interdire moi? C'est-à-dire que il est en droit, lui, en tant que galant ou garant de l'État ou de l'État, de décider en dernier ressort. C'est ça la tyrannie. Parce qu'il porte la volonté du peuple. Non, mais lorsqu'on porte la volonté du peuple. Il est celui qui a été élu au suffrage direct. Lorsqu'on porte la volonté du peuple, on ne dit pas qui est celui-là qui va m'interdire moi. Oui, mais il faut parler à vous, l'opposition. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Parle pas au peuple. Non, mais attendez. La tyrannie, c'est pas vis-à-vis de vous. Non, mais attendez. Oui. C'est des contradicteurs politiques. Qui est celui-là? Avait-il précisé s'il s'adressait à qui, si le message était adressé à qui? On connaît le contexte du message. Non, mais effectivement. On ne pouvez pas faire le procès de contexte quand il s'agit de vous. Le contexte était de changer la Constitution. Oui. Cela veut dire. C'est une ambition légitime. Ah bon, légitime? Bah, effectivement. Politiquement, c'est une ambition légitime. Non, mais attendez. Ouais. Politiquement, c'est une ambition légitime. Mais la personne qui parlait avait un statut. Oui. Il est président de la République. Voilà. En tant que président de la République, était-il en droit d'aller et s'exhiber, se mettre en vedette devant des gens pour dire qui est celui-là qui va m'interdire, moi, Félix Tshisekedi, à ne pas faire ça, c'est-à-dire à changer la Constitution de manière unilatérale? Non, il n'a pas dit qu'il allait le faire de manière unilatérale. Non, mais y a-t-il il a voulu prêter des mots. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, y a-t-il une disposition dans la Constitution qui lui conférait le droit d'initier les changements de la Constitution? Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Hein. Non, mais les juristes ont réfléchi. Les opinions sont divisées. On ne peut pas trancher. Ce sont là les preuves de la tyrannie. Deuxièmement, vous avez démontré ici qu'il y a des arrestations arbitraires. C'est-à-dire que le saut d'humeur d'un individu, à force de loi, il peut imposer l'arrestation, la mise en mort ou tout ça. Parce qu'il se sent, il se sent
être détenteur d'un pouvoir supra-constitutionnel. Donc vous réduisez le service, le travail de service d'intelligence au saut d'humeur du président de la République. Non, Vous pensez pas qu'il y a des soupçons d'atteinte à la sûreté de l'État? Non, mais attendez. Parce qu'on n'a pas vu ça depuis. Ça fait 7 ans que le président de la République est là. On n'a pas vu ça. Peut-être qu'il y a des menaces vraies et certaines. Non, mais voilà. Des menaces vraies. Quelqu'un qui dit, rien ne prouve qu'il est marié, on arrête. Ce sont des menaces. C'est-à-dire, là, on menace l'État. Lorsqu'on ne sait même pas lire un tweet, on considère que l'État est menacé, on doit commencer à arrêter. Alors, essayons de faire l'économie de tous ceux qui ont été arrêtés. Quel est le dossier que vous connaissez qui touche directement à la sûreté de l'État? On a dit que le président de la République a échappé à beaucoup d'attentats. Oui, mais s'il y a des soupçons de coups d'État. Non, mais effectivement. Peut-être que les gens qu'on arrête font partie de peut-être. Oui, moi je le dis. Donc on doit attendre le procès. Ok, il n'y a pas de quoi. Ouais. Alors pourquoi avait-on arrêté Kabound? Si c'était lié à la sûreté de l'État. Je tiens à vous rappeler aujourd'hui, il est totalement blanchi. Il a été arrêté tout de même. Oui, mais son dossier était autre chose. Non, mais son dossier autre chose. Je crois qu'on lui reprochait d'avoir invectivé le chef de l'État. Non, mais après, il a été condamné, non? Oui. Pour 7 ans, si je ne m'abuse pas. Oui. Mais il a été totalement blanchi. Par une grâce présidentielle? Non, il n'est pas sorti par grâce présidentielle. On a réouvert le dossier. Il a été acquitté. Oui, mais ça, c'est une procédure judiciaire. Non, mais procédure judiciaire, il a été quand même condamné, cher ami. Oui, mais pourquoi est-ce que vous associez cette condamnation au régime? Mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont été jugées, condamnées, relaxées. Comme Caméré aussi. Non, mais voilà. Il a été condamné, ensuite, effectivement, au deuxième soir, il a été relaxé. Ne peut être arrêté que celui qui est désigné ou dont le dossier est porté par la personne de Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi veut vous faire arrêter, il vous fait arrêter. S'il veut vous faire condamner. Comment vous arrivez à cette conclusion? Mais justement parce qu'il y a eu 4 personnes qui ont été arrêtées, jugées et condamnées et libérées parce qu'il n'y avait pas d'éléments. Mais ils étaient quand même arrêtés. Oui. Maman Marie de l'Essidé a été arrêtée. Voyez-vous, on l'a amenée dans la résidence de quelqu'un pour aller demander pardon. Mais après, elle a été relaxée. Est-ce qu'elle elle a été devant un magistrat? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, mais elle a été arrêtée. C'était une arrestation, en fait. On lui a privé le droit, même de se défendre. Ce sont des pratiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que M. Félix Tshisekedi veut créer une psychose, veut créer une peur bleue. Pour quelle fin? Mais justement, pour régenter ou sinon, pour dompter l'opposition. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de supporter la contradiction. L'essentiel de politiciens aujourd'hui ont peur de communiquer justement parce que leur seule parole suffit pour qu'ils soient arrêtés. C'est ça la tyrannie. Il veut imposer sa volonté. Sa volonté aujourd'hui à force de loi. Et lorsque vous parlez de services d'intelligence, pensez-vous vraiment dans un pays intelligent, on peut arrêter quelqu'un comme Onokomba? Le fait d'avoir tweeté une sorte de parodie, vous n'avez pas compris le contexte et la formulation de ces phrases, vous l'arrêtez pour ça. Parole qui parle du mariage, vous l'arrêtez pour ça. Bon, ce sont des preuves que M. Félix Tshisekedi a son pouvoir est aux abois. M. Félix Tshisekedi devient aujourd'hui comme un serpent. Il est prêt à mordre tout le monde, l'essentiel qu'il soit en vie. En oubliant qu'au-delà du pouvoir, il y a une vie. Il ne sera pas éternellement au pouvoir. Il sera condamné un jour à quitter ses pouvoirs. Et en ces moments-là, si on lui appliquait la même chose, vous prenez l'arrestation de M. Chadar. Mais qu'est-ce qui manquait de respecter juste la procédure? Si vous avez des éléments de preuve qui attestent qu'effectivement, il avait une intention subversive pour renverser le pouvoir ou déstabiliser l'État, pourquoi n'avoir pas laissé la latitude, soit à l'ANER, s'il léchait, ou sinon, laisser directement la latitude à la justice de s'en saisir du dossier. Et l'ANER devait aussi prendre juste les éléments et traduire M. Chadar en justice. Pourquoi est-il encore en détention alors qu'il a un juge naturel? Vous faites arrêter M. Aubin Minaku. La même chose.
C'est-à-dire que on est dans des arrestations spectaculaires, justement pour créer la peur. Bon, peut-être pour Tambo Mwamba, je ne peux pas confirmer, parce que jusque-là, je n'ai vu aucun membre de sa famille, aucun membre de son parti, personne n'a eu à opiner là-dessus, mais ça s'est dit. Et j'espère qu'il ne sera pas arrêté, parce que ce qui est vrai, l'essentiel des raisons sont justement parce que Félix Sekedi a peur, vous avez dit, on a attenté à plusieurs fois à sa vie, c'est que nous condamnons. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit attenter à sa vie. C'est un homme problème, c'est vrai, mais il a droit à la vie. Si nous devons faire quelque chose, c'est de pousser la Cour constitutionnelle, par le procureur général près de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès pour la mise en accusation. Je n'accepterai pas, une fois de plus, qu'il y ait un président dont la vie sera attentée, où on va occasionner sa mort, mais cela aussi, il ne doit pas lui donner la plénitude du pouvoir ou l'absoluté du pouvoir pour commencer à arrêter des gens comme si nous étions dans un état voyou, mais où il n'y a pas de normes. Mais il y a une certaine opinion qui pense aussi que ces arrestations ne sont pas rentrent dans une logique de calcul politique. Bien évidemment. En vue de dialogues qui arrivent, ça serait peut-être pour amorcer des pré-négociations, comme on a vu à l'époque avec Bruno Tshibala et les autres. Ils n'ont rien compris. Oui. Ils n'ont rien compris. Voilà pourquoi j'ai dit, nos amis qui prétendent être au pouvoir n'ont pas l'intelligence de la fonction. Ils n'ont rien compris. Vous arrêtez. Tshibala n'a pas été arrêté pour aller au dialogue. Tshibala a été arrêté justement parce que il lui était interdit d'aller à l'aéroport. On l'a d'abord arrêté et par la suite, on a négocié avec lui. On l'avait pas arrêté dans l'intention de faire de lui Premier ministre. C'est justement parce que les gens n'ont pas la maîtrise de l'histoire politique, ils ne connaissent pas les dessous des cartes, voilà pourquoi ils ont réfléchi de la sorte. Qu'à cela ne tienne. Mais si vous arrêtez, comment? Ramazan Shadari, vous arrêtez Obem Minaku, vous arrêtez le professeur Ishumbisho, vous arrêtez pratiquement tous ces gens-là, vous envoyez pratiquement en exil l'essentiel de ceux qui sont là, même si vous dialoguez avec eux. Mais il y a une tâche là. Ça ne sera pas possible. Parce que nous avons eu un premier ministre qui était en liberté provisoire. Et les débats continuent jusqu'aujourd'hui. Vous arrêtez quelqu'un sur des faits aussi graves et puis vous allez faire de lui premier ministre ou ministre. Mais la société ne va pas accepter. Il suffisait seulement, si vous pensez qu'ils étaient corruptibles, il suffisait seulement d'entrer en contact avec eux, de négocier avec eux. Ce sont des humains. Peut-être qu'ils allaient accepter. Parce que vous n'avez pas arrêté Liaou pour trahir Kabila et aller chez Félix Sekedi. Comment ça? Vous n'avez pas arrêté tous ceux qui étaient dans le PPRD, dans FCC, Mende et les autres. Vous les avez pas arrêtés, vous les avez tout simplement apporté la bonne nouvelle. Comment ça, ils ont trahi Kabila? Non, mais Liaou était membre du PPRD, non? Alors, il a fait le choix d'être membre du PPRD proche de Félix Sekedi. Oui, mais on peut quitter un parti pour un autre. Non, mais lui, il n'a pas quitté les partis. Il est allé avec les partis au nom du parti sans être recommandé. Apparemment, vous semblez oublier l'histoire. Il s'est présenté comme membre du PPRD, sans mandat. Voyez-vous? Donc, cette société d'immoralité, nous n'en voulons pas. Si il faut impérativement arrêter des gens, ils doivent être arrêtés sur de bons dossiers et la procédure doit effectivement être respectée. Parce que, au-delà de tout, celui qui est mal condamné devient victime. Effectivement. Et naturellement, tout le monde va le soutenir. Effectivement. Le fait seulement que vous avez mal arrêté Monsieur Kamere, tout le monde, l'essentiel des Congolais l'ont soutenu. Et pourtant, tout le monde savait qu'il n'était pas innocent. Mais nous l'avons quand même soutenu. Ça, on peut pas le dire, parce que la justice n'a pas dit ça. Non, mais pourquoi la justice l'a-t-il acquitté? L'a-t-il lavé? Parce qu'il y avait pas assez de preuves. Ah, mais voilà. Son innocence a été prouvée. Non, ce qui veut dire tout simplement qu'il a été acquitté. Il a été acquitté. Mais on peut pas dire qu'il était coupable. Vous savez tous que il a eu à superviser, en violation de la Constitution, un programme. C'est déjà un fait infractionnel. Il n'a aucun document qui lui conférait le droit d'assumer cette fonction-là dans l'État. Mais il a affronté la justice, il a fait preuve de sa présomption d'innocence et il a gagné. Enfin, non, on l'a acquitté. Il a été poursuivi pour détournement de fonds publics. Charge qui n'a pas été retenue définitivement. 57 millions de logements sociaux. Oui.
mais n'a jamais été poursuivi pour usurpation de fonction par rapport à la gestion du programme 100 jours. Ah, dans ce cas-là, Parce que là, vous parlez de 57 millions, mais moi, je vous parle de 700 millions. Sur cette question-là, il n'a jamais été poursuivi. Il faudra porter plainte. Et même plainte, s'il pouvait être poursuivi, il allait être poursuivi comme co-auteur. Parce que le responsable reste Félix Tshisekedi. On allait poursuivre les présidents de la République. Oui, c'est conditionnel. L'article 164, 165, en pleine 166, fonction. Effectivement, c'est conditionnel. 164, 165, 166 et 167, c'est comment on peut l'éjecter du pouvoir. Avec ce climat qui est en train de s'installer, vous associez à ça les conditions sécuritaires que traverse la République démocratique du Congo. Quelle est la solution pour vous? Est-ce que vous pensez que... La solution, c'est le départ de Félix Tshisekedi. Comment ça, le départ de Félix? Ouais, c'est un produit qui apparaît de plus en plus. Il a un mandat, monsieur non, mais effectivement, mais le mandat peut être arrêté, peut-être, on peut mettre fin à un mandat. Mais comment? Mais par le mécanisme constitutionnel, je vous ai cité ici quatre articles de la Constitution. Oui, mais le Parlement est totalement... Non, mais justement, parce qu'il a caporalisé le Parlement. Non, ça c'est quand même un droit politique qu'il a. Ah bon? Oui. Il est allé aux élections, il a gagné une majorité parlementaire. Oui. Ils ont un projet d'ensemble, ils vont pas les sacrifier pour que le projet s'arrête. Ah, donc ils peuvent sacrifier la nation et protéger Félix Tshisekedi. Non. Ah. Ça, c'est un drôle de quel est le juge de valeur du projet de régime? Qui dit que le projet du régime est un mauvais projet? Non, mais il y a que le peuple qui peut le dire. Non, et ça, on ne peut le voir qu'en 2028. Non, c'est pas comme ça qu'on fait fonctionner l'État. Ok. Dans un État qui se veut démocratique, on ne se réfère pas au mandat seulement, mais on se réfère aussi aux missions vous dévolues par la Constitution. Lorsque vous posez des actes répréhensibles, des actes qui sont contraires à la philosophie de la Constitution, on peut stopper le mandat. Déjà, vous devez savoir qu'il y a deux niveaux de justice. La justice populaire avec l'article 64 de la Constitution, la justice qui ne définit vraiment pas beaucoup. Si, la Constitution est assez claire. La Constitution est claire sur ces points-là. Lorsque vous exercez le pouvoir, vous accédez au pouvoir par devoir scabreuse et que vous l'exercez en violation de la Constitution, le peuple peut se prendre en charge et vous mettre hors d'état de nuire. Se prendre en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire se prendre en charge. Deuxième possibilité. Il y a l'article 164 de la Constitution qui fixe les juges pénals d'un président de la République et d'un premier ministre. L'article 165 définit les griefs. L'article 166 parle de procédés et l'article 167 parle des sanctions. Si vous lisez très bien l'article 167, on peut éjecter un président de la République à mi-mandat. À condition que le Parlement réuni en congrès, on soit d'accord. Non, mais effectivement... Et vous savez que dans un contexte politique où il n'y a pas de cohabitation, où toute la majorité est acquise au président de la République, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est partout. Non, mais extrêmement. Et ça, c'est partout. Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit... Ça, c'est partout. Sinon, Macron serait éjecté en France aussi. Non, mais attendez. C'est partout. Voilà pourquoi j'ai dit, le fait seulement que la Constitution a statué sur la question, si vous ne voulez pas l'appliquer, ne cherchez pas d'autres solutions parce que toute solution en dehors de la Constitution ne sera qu'une solution palliative. Donc, vous ne voulez pas de dialogue? Non, mais dialoguer avec qui? Bah, dialoguer, que la classe politique dialogue. Oui, mais que vous discutez avec les présidents de la République. Discuter avec qu'on retrouve. Oui, in fine, il y aura quoi? On va recouvrer l'intégrité territoriale. Il y bon, aura un retour à la paix. Ben, évidemment. On va recouvrer l'intégrité territoriale par les dialogues. Et en contrepartie, on va céder quoi? Ben, on va céder le pouvoir politique. Ah, on va céder le pouvoir politique à qui? À vous, l'opposition. Oui, mais pendant combien de temps? Ben, c'est à vous de discuter. Ah, mais voilà. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté une constitution référendaire, va-t-il appliquer des résolutions prises entre partis? Comment ça, il n'a pas respecté la Constitution? Non, mais il est en train de violer systématiquement la Constitution. En faisant quoi exactement? Ah, mais on en a parlé ici, non? Ouais. On en a parlé. Lorsque je vous dis qu'il devait être mis en accusation, vous avez dit, ça ne pouvait pas se faire parce qu'il a caporalisé pratiquement toutes les institutions. Je n'ai pas dit caporalisé, parce qu'il a la majorité parlementaire. Mais il ne fait que vous paraphrasez. Oui, il a la majorité parlementaire. Ah, mais voilà, c'est-à-dire que le Parlement n'est plus au service de la patrie. Le Parlement est au service du patron Félix Tshisekedi. Non, le Parlement est au service de la patrie via le projet politique de sa famille. Ah, donc vous confirmez ici que le Parlement peut violer la Constitution, non, peut laisser faire non, les déviationnismes que veut ce nous n'est pas ce imposer que j'ai Félix dit, Tshisekedi, parce qu'il serait le gourou de cette majorité. Non,
Alors, comment est-ce que par vous dire, je comprends qu'il y a éventualité, il y a nécessité d'enclencher plutôt l'article 104. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas fait. J'ai pas dit. D'abord, l'article 64, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes contre la République s'appuient sur l'article 64. Est-ce que vous êtes d'accord que l'article 64 permet au peuple de prendre les armes, on va dire ça comme ça, entre guillemets, le peuple, parce que c'est des Congolais, ils font partie du peuple aussi. Est-ce que l'article 64 permet-il au peuple de prendre les armes pour faire partir au pouvoir quelqu'un qui semble, comme vous le dites, gérer... Non, prendre des armes déjà est contre la philosophie de cette constitution. Mais si nous allons dans une démarche démocratique où le peuple se prend en charge par des actions pacifiques, on peut le faire partir. Pourquoi prendre des armes? Parce que cette constitution ne voulait pas de prise d'armes. Voilà pourquoi ça paraît aujourd'hui comme un pacte social, justement parce que tous ceux qui ont eu à participer, l'essentiel de ceux qui ont eu à participer dans sa rédaction venaient de groupes armés. La Constitution considère de prohiber toute option d'aller prendre les armes. Mais cependant, la Constitution reconnaît au peuple le droit de manifester et de mettre fin à cette forme de folie où aucune institution n'a le droit de sécuriser les intérêts de la nation contre les agirs d'un président de la République, soit-il. Donc aujourd'hui, clairement soit dit, vous n'êtes absolument pas d'accord avec la logique d'un 23. Non, mais comment être d'accord en même temps soutenir la Constitution? Il y a M. Félix Tshisekedi, il y a M. Kabila, il y a Nanga. Ce sont les trois personnes qui ont fait dérailler le pays. Le soutenir, c'est soutenir le malheur de la République. On ne peut pas le soutenir. Aujourd'hui, Nanga peut dire tout ce qu'il veut, mais c'est lui qui a participé, dans la conception du monstre qu'il y a aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre les risques de soutenir un tel monsieur, une telle vision. Nous restons dans le cadre de la Constitution. C'est-à-dire, si Félix Tshisekedi viole la Constitution, on va s'élever et nous dire, monsieur, vous n'en avez pas le droit. Si Kabila viole la Constitution, on lui dit. Si Nanga viole la Constitution, on lui dit. Et contrairement à nos amis de l'UDPS, qui faisaient une fixation sur les individus, nous avons comme référentiel la loi et la Constitution. Tout acte qui est posé, quelle que soit la nature, l'origine de la personne, tout acte posé doit être confronté à la norme. Et si la norme ne valide pas l'action, on condamne. Et si le peuple ne vous suit pas dans cette volonté à déclencher ou à enclencher l'article 64? Oui, mais si un peuple veut être esclave, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous avez laissé M. Félix Tshisekedi aller jusqu'en 2028. Non, mais attendez. Si le peuple de toute façon, c'est une obligation constitutionnelle. Si le peuple veut être esclave, vous voulez que moi je fasse quoi? Si vous validez ces conditions de fonctionnalité de l'État, je n'ai pas le pouvoir parce que vous appelez à l'action de l'article 64 depuis très longtemps. Parce que vous avez l'impression que les gens vous suivent. Non, mais attendez. Vous avez l'impression que ça va se faire. Non, mais attendez. Mais apparemment, les gens prennent de plus en plus conscience. Jusqu'à telle enseigne que Fumutoto, tout en étant membre de l'Union sacrée, a haussé la voix par rapport à la gouvernance. Ça, c'est la résultante du travail que nous sommes en train d'abattre. Il y a des gens qui commencent à prendre conscience, même tout en étant dans l'axe du mal, dans cet acte du mal. Nous sommes comme des prophètes. Nous venons évangéliser. Nous venons vous donner des prophéties. Mais ce n'est pas à nous de vous convaincre d'aller dans ce sens. Nous gardons notre cap parce que nous sommes des défenseurs de la Constitution. Nous ne sommes pas de voyous. Nous ne sommes pas des délinquants. Nous ne sommes pas des déviants. Nous sommes de légalistes. Nous apportons le message. Nous rappelons les dispositions de la Constitution. C'est à vous, peuple, de lever l'option. Si vous pensez que être avec un monsieur comme Félix Tshisekedi, président de la République, c'est à vous de faire le choix. Mais attention, si vous ne comprenez pas ce que nous disons, ça crée des conditions pour l'avènement du troisième larron. C'est quoi ça, le troisième larron? Non, mais c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas rester dans la dialectique telle que le veut la Constitution, il y aura aussi d'autres délinquants qui prendront les armes pour renverser ceux qui sont là. Donc, les gens qui ont pris les armes, on peut dire, si je vous comprends, que c'est la conséquence de la passivité du peuple. Fort malheureux. Non, mais justement, parce que quand le peuple ne veut pas agir, quand l'opposition non armée ne sait pas faire changer les choses, généralement, ça donne la possibilité
à ceux qui ont le réflexe de prendre les armes d'exister. Parce que s'il y avait une bonne opposition, tenez, vous avez cité la France. Personne n'a l'intention de prendre les armes parce qu'il y a une opposition active et la population est exigeante par rapport à ce qui s'est fait. Mais c'est aussi ça le problème. Vous voulez être une bonne opposition, mais vous voulez pas prendre part aux activités électorales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes quasi inexistante à l'Assemblée. Les autres pèsent parce qu'ils ont des députés. Les cas de la France, justement. Les cas de la France, je parlais. Non, mais ils pèsent où? Les cas de la France. Non, mais tous les partis qui pèsent aujourd'hui en France n'ont pas nécessairement beaucoup de députés. Ils n'ont pas de en tout cas, la plupart. Ceux qui font l'opposition à Macron ont des députés. Mais vous n'avez pas de députés. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Mais même avant d'être au Parlement, tous les partis aujourd'hui qui sont dans l'opposition n'avaient pas que les députés. Ça s'est créé avec les temps. L'essentiel, c'est que... Mais qu'est-ce qui se passe alors dans l'opposition? Vous avez un problème d'unité? Vous avez un problème d'organisation? Est-ce que l'opposition de la France est unie? C'est vous qui faites les procès de l'opposition. Non, mais voilà pourquoi je vous dis... C'est vous qui dites que l'opposition n'arrive pas à faire changer les choses. Non, mais voilà... Non, mais attendez. Mais le pouvoir non plus. Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? La stabilité de notre société, l'organisation politique, dépend de la dialectique entre la thèse Tshisekedi et l'antithèse de l'opposition. Si la thèse tente d'oblitérer les actions qui sont menées par l'opposition, qui est l'antithèse, ça donne lieu à l'avènement du troisième larron. Ça demande de l'intelligence. Vous étouffez l'opposition, mais vous créez la possibilité à ceux qui ont la possibilité de prendre les armes à vous combattre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, refusant les manifestations politiques pacifiques, refusant les déclarations politiques pacifiques, il a créé Nanga. C'est lui qui a créé Nanga. C'est lui qui a créé AFC M23. Et justement parce qu'il n'avait pas compris que la meilleure manière de rester dans la stabilité institutionnelle, c'est justement respecter la norme. Et permettre à tout le monde d'exister. À tout le monde d'exister, ça crée une sorte de contrepoids quand la population sent qu'effectivement il y a une opposition, il y a éventualité d'avoir de bonnes élections et il y a possibilité d'avoir, de faciliter la circulation de l'élite. En ce moment-là, les gens vont attendre la fin du mandat. Mais aujourd'hui, avant la fin du mandat, il y a des voix qui s'élèvent. En parlant justement parce que le pouvoir n'est pas d'égalité. En parlant de l'AFC-M23, parce qu'on a vraiment fini, il nous reste, je crois, 5 minutes. En parlant de l'AFC-M23, aujourd'hui, Uvira est entre les mains de FARDC. Le gouvernement l'a dit, on a vu des vidéos que les forces régulières... À quel prix? Je n'ai même pas fini ma question. Ouais. C'est juste pour vous lancer. Les forces régulières sont revenues sur ces territoires. C'était justement ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu une victoire diplomatique? Un peu comme disait le ministre Moïse Ozangi, que les États-Unis font pression, ou vous estimez que ces gestes posés, enfin, ces gestes-là, interprétés des deux façons comme vous voulez, est une avancée dans le pourparler, dans les discussions qu'il y a aujourd'hui entre les M23 et le gouvernement? Bon, je vois nos amis du pouvoir jubiler, considérer que c'était une victoire. Oui, mais il faudrait d'abord nous donner la nature de cette victoire. Est-ce dû aux opérations militaires? Est-ce dû aux opérations diplomatiques? Si vous nous donnez le procédé, comment sommes-nous arrivés à avoir cette situation, on vous dira si nous avons gagné ou pas. Mais quelle que soit la situation, ou quel que soit le comment sommes-nous arrivés à avoir ce que nous pourrons appeler les retraits de AFC M23, sachez-le très bien, nous sommes déjà perdants. Nous sommes déjà perdants. Nous sommes déjà perdants. En international, AFC M23 apparaît comme de bonne foi. Il leur a été demandé de quitter. Ils ont d'abord fait partir leurs militaires. Ouais. Maintenant, là, ils font partir leurs policiers et leur administration. Le Ouazalendo arrive et puis l'armée régulière arrive. Cette cohabitation-là pose déjà problème. Entre les Ouazalendo et l'armée. Ça pose déjà problème parce qu'au regard des informations que nous avons, il y a des déviations qui sont déjà là. C'est-à-dire la population commence à crier. C'est qui est grave. Ils sont sortis. Mais en contrepartie, vous avez donné quoi? Parce que leur retrait était conditionné. En contrepartie, vous donnez quoi? Mais le jour... Était conditionné par quoi? Non, mais ils ont posé des conditions. Les Américains leur ont demandé au Qatar de leur dire de libérer Uvira. Ils l'ont fait. Ils attendent aussi, en retour, quelque chose du gouvernement.
Ils réclament la libération des prisonniers pour la part aussi. Sur les 700 et quelques qu'ils avaient demandé, il y avait déjà 12 qui étaient libérés. Ils doivent le faire. Si le gouvernement ne le fait pas, en international, on parle de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi. S'ils avaient demandé à ce que le pourparler de Doha continue, si vous ne le faites pas, ils gagnent. Parce que la plus grande crainte n'est pas leur retrait en soi, leur capacité à recouvrer ou à revenir dans Uvira. S'ils revenaient demain par le fait que vous n'avez pas respecté votre part du contrat, naturellement, l'opinion va comprendre qu'ils ont raison. Que c'est nous qui sommes pas sérieux. Ce que nous ne voulons pas, c'est de voir un pouvoir faible aller négocier en position de faiblesse. Mais quelle est alors la solution pour vous à cette crise? Je vous ai dit que Félix Tshisekedi parte. Oui, mais bon, supposons, politique fiction, le président de la République dit, OK, je prends mes clics et mes claques, je démissionne demain. Oui. Il se passe quoi? Non, il se passe que... Le président du Sénat fait intérim. Qu'est-ce qui change? Non, mais ça change parce que l'animateur a problème pas. Les M23 vont déposer les armes. Non, mais je vous dis, ils peuvent déposer les armes parce que la donne va changer. Tout le monde n'est pas totalement contre ce qu'il y a dans le pays. Mais les gens n'ont pas confiance à la personne de Félix Tshisekedi. Donc c'est la personne du président de la République qui pose problème. C'est lui qui porte tout ce qu'il y a comme tard de cette gouvernance. Alors que les M23 ont des réclamations et des revendications, notamment identitaires. Non, mais effectivement, mais apparemment le gouvernement congolais soutient leur thèse ici. Comment ça? Mais on a sanctionné un général, non? Oui, mais oui, ce que le général avait dit. Ah, mais oui, qu'est-ce qu'il avait dit? De l'ordre de l'attendement humain. Non, mais effectivement, ce n'était pas correct. Attendez, mais quelles sont les revendications de F-23? C'est de considérer le Tutsi comme des Congolais, non? Les Tutsis ne sont pas des Congolais? Non, mais le général a dit quoi? Les Tutsis sont des Rwandais. Oui. Et selon vous? Selon moi ou selon la loi? Non, je vous demande. Ah, mais voilà. Vous pensez que les Tutsis congolais n'existent pas? Non, mais si les Tutsis... Parce que selon la loi, non, mais ils existent. Si les Tutsis... Le président de la République l'avait dit. Attendez, si les Tutsis congolais existent, donc la revendication de AFC-M23 est légitime. Bah oui, je trouve. Alors, si c'est légitime, ce qui veut dire que c'est nous qui sommes responsables de ce qu'il y a. Attention à ce que vous dites. Pas vous, mais ces fameux gouvernements. Oui. Si vous pensez que les Tutsis sont des Congolais et que eux revendiquent la reconnaissance de la nationalité aux Tutsis, ce qui veut dire que tous ces morts sont morts pour rien. Est-ce qu'on a refusé la nationalité aux Tutsis? Mais pourquoi eux revendiquent-ils? Oui, mais eux, ils politisent la question. Parce qu'on va prendre l'exemple, par exemple, de M. Guissaro. Il est Tutsi. C'est ce qui s'est dit, non? Ah bon? Il est Tutsi ou il est Banyamulenge? C'est différent. Non, mais jusque-là, je ne comprends pas. Moi non plus, voilà. S'il est Tutsi en tant que tribu, en tant que race. Ah. Ça appelle à d'autres profondeurs. Mais voilà. S'il n'est pas Tutsi, parce que je sais que Tutsi n'est pas une race. Sur la liste de peuplades, on nous parle de Nilotiques. Les Nilotiques, en effet. Si lui, il est Nilotique et qu'il appartient à l'une des tribus au Congo, naturellement, il est Congolais. Oui. On n'a pas besoin de l'appeler Tutsi. On n'a pas besoin de le connaître. Et les Banyamulenge font partie d'une tribu, c'est ça? Non, fort malheureusement. Les Banyamulenge, c'est pas une tribu. Le concept a été créé en 1974. Les Banyamulenge, c'est pas une tribu congolaise. Non, l'appellation, non, attendez. Ouais. Il peut y avoir ceux qui prétendent être des Banyamulenge comme des Congolais. Mais sur la liste des tribus, le Banyamulenge n'existe pas. Il y a une liste de tribus. Ah, mais bien évidemment, cher ami. Parce qu'on a cherché. Quand je dis que je suis Mongo, vous pensez que je suis Mongo parce que je le veux. On a été chercher ça à Saint-Vintin et partout. Personne n'a encore, enfin, personnellement, j'ai pas encore vu. Non, mais attention, je peux vous le démontrer, moi j'en ai. Donc, c'est ça l'essentiel de mon livre. Il n'existe pas dans la liste des tribus au Congo une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Non, ça n'existe pas. Le concept a été créé par un ancien député en 1974. Cet ancien député dont le fils est aujourd'hui au gouvernement. L'émission est terminée. Donc, si on a le nom de leur tribu, on vérifie. Si ça se retrouve sur la liste, ils sont congolais. Le débat sera clos. Mais comment on va régler cette situation? Ah, mais Félix Tshisekedi dit que les Tutsis sont des Congolais. Ah, il avait dit les Banyamulenge. Non, il dit, non, vous l'avez pas suivi. J'étais le tout premier à avoir dit que les Banyamulenge sont nos frères. Je vais aller plus loin. Les Tutsis sont des Congolais. Il a dit ça. Moi, j'ai la vidéo. Tout ce que j'ai dit, j'ai des éléments. Alors, si les Tutsis sont des Congolais, il doit préciser parce que tout Tutsi n'est pas nécessairement congolais. Il y a des Tutsis rwandais, il y a des Tutsis... Et s'il y a des Tutsis congolais, ce n'est pas à vous de les déclarer. Il faut le prouver sur base d'un document officiel et historique.
Mais comment faire pour résoudre ces problèmes? Parce que ça fait 30 ans que cette revendication identitaire nous crée de rébellions, de conflits armés. Bon, moi, je vais faire simple. Très rapidement. Je vais faire simple. On finit vraiment par là. Je préfère que nous continuions avec la guerre tant que ceux qui prétendent être les Congolais ne le sont pas en réalité. S'ils ne sont pas Congolais... Vous préférez la guerre? Je préfère que la guerre continue jusqu'après 100 ans. Qu'une paix qui va permettre aux gens qui ne sont pas Congolais de se... Non, effectivement, parce que nous avons deux catégories. Mais qu'est-ce qu'on perd à faire rentrer les gens dans la congolité? Non, mais on perd notre identité. Mais notre identité, elle est multiple aussi. Non, mais attendez. Dans notre congolaise, elle est constitution, multiple. l'article 10 de notre constitution, oui. La loi portant sur la nationalité est claire. Nous avons deux statuts juridiques de la nationalité. La nationalité d'origine et la nationalité par acquisition. Tout étranger qui veut être congolais n'a qu'à faire la demande. Nous avons la naturalisation, c'est-à-dire parmi les options, nous avons l'option, par affiliation, nous avons par résidence, nous avons tous ces éléments-là. Il y a 5 options pour être congolais. C'est lui qui veut être congolais n'a qu'à faire la demande. Mais on ne peut pas octroyer la nationalité collective à une quelconque tribu. Ça n'existe pas. La nationalité congolaise est liée à l'histoire, à l'appartenance aux groupes qui ont constitué l'État congolais. Si ceux qui prétendent être des Congolais ne font pas partie de ces groupes-là, ils n'ont pas droit au chapitre. Mais cependant, ceux qui veulent avoir notre nationalité, on est ouvert. Donc, juridiquement, c'est une question traitée cas par cas. Non, mais effectivement, c'est déjà résolu par la loi de 2004. Déjà résolu. Merci beaucoup, monsieur Alain. C'était un très grand plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'on a épuisé les menus d'aujourd'hui, mais je tâcherai à ce que vous reveniez parce que la question identitaire, ça me tient à cœur très personnellement et ces débats-là méritent... Pourquoi? Vous vous retrouvez de l'autre camp ou bien de l'autre camp? Non, moi je suis congolais. Ah, ok. Si vous le dites. Oui, je suis congolais. Sur parole. Oui, je suis congolais, j'en porte la nationalité au respect... D'origine ou par qui? D'origine. Ah, ok. Au respect de l'article 10 de la Constitution, je suis congolais. Mais cependant, ça fait 30 ans que nous nous tabassons dessus. Non, ça ne fait pas 30 ans. C'est depuis 1969. Voilà. Depuis 1969, vous me corrigez d'ailleurs que... Les gens voulaient avoir notre nationalité. Voilà. En 71, on leur a accordé la nationalité en masse. En 81, 82, on a annulé et ils ont pris les armes. Et après, ils sont revenus à la conférence nationale souveraine. À la conférence nationale, la question n'a pas été bien traitée. Nous sommes allés à Sun City. Nous avons résolu ce problème. On les a classés parmi le Congolais de nationalité par acquisition. Par acquisition. Mais aujourd'hui, ils revendiquent encore d'être Congolais d'origine. Et Félix Tshisekedi dit, vous êtes Congolais d'origine, mais vous le dites sur base de quoi? On va organiser une autre émission, effectivement, pour vraiment s'y étaler et de manière assez détaillée pour que des milliers de Congolais qui nous suivent bénéficient aussi de ce que vous connaissez sur le sujet. Je vous remercie encore une fois à moi pour avoir accepté notre invitation et avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes acteur politique et que vous êtes président du parti politique Levons-nous et Bâtissons. Mesdames, messieurs, cette émission est terminée. Je vous demanderai de faire comme d'habitude, continuer à la suivre, partager les liens, ne la suivez pas tout seul parce que je pense que ce qui a été dit ici édifiera plus d'un. Et nous traversons un moment difficile dans notre pays. J'appelle la jeunesse congolaise, la jeunesse élite, vous qui ambitionnez à la politique, à la vigilance et surtout à l'amour de la patrie. Battez-vous pour des raisons communes. Battez-vous pour l'intérêt général et ne voyez pas que les opportunités pour des positionnements parce que notre pays se meurt au nom de ces besoins-là de se positionner et de vivre individuellement bien alors que collectivement on va mal. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.